Alors, je vais commencer avec un petit rappel pour ceux qui ont fait du marketing, alors quelque chose de nouveau pour ceux qui n'ont jamais fait ça dans la vie. Quand on est une startup, globalement, il y a deux façons de faire de la vente. Les deux façons, c'est de l'outbound ou de l'inbound. Alors, c'est deux termes qui sont anglais. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. L'outbound, c'est chasser, en fait. C'est-à-dire qu'a priori, vos prospects ne vous connaissent pas. Ce sont probablement des gens qui n'ont jamais entendu parler de vous. Et donc, vendre à ces gens-là, c'est mettre en place des plans d'action, des stratégies, des efforts de vente pour aller cibler un prospect dans le but de le convertir et de faire en sorte que ça devienne votre client. C'est quelque chose qui est très compliqué et c'est sur ça qu'on va se focus aujourd'hui. L'autre méthode, j'en parlerai après, c'est l'inbound, qui est très valide aussi et qui n'est pas dans le cadre de ce workshop, mais qui est absolument à mettre en place aussi quand vous avez une startup et que vous avez un peu d'inertie. Alors, l'outbound, ça présente pas mal d'inconvénients, et je vais commencer en fait par les inconvénients. En gros, il y a plusieurs méthodes de faire de l'outbound, mais les deux principales méthodes sont le cold calling et le cold emailing. Le cold emailing, ça veut dire envoyer des emails à froid, une traduction littérale de juste envoyer des trucs à froid à des gens qui n'ont pas été sollicités. Alors, les inconvénients, c'est un peu l'ennemi public numéro un en fait. Ça veut dire que vraiment, les gens, dans le milieu du business de manière générale, ont une espèce de filtre naturel qui se déclenche quand ils reçoivent des emails, quand ils se font interrompre et que ça n'a pas été sollicité par avant. C'est-à-dire que les mecs sentent directement que l'email qui vient de pop-up dans leur boîte mail, c'est pas quelque chose qui est en lien avec leur travail, leurs tâches quotidiennes, c'est un truc de vendeur. Et franchement, je vous jure, dans le milieu du business, ils ressentent ça en fait. Et c'est pour ça que c'est très compliqué de faire du cold emailing, parce que naturellement, ce filtre va se déclencher et on va avoir envie de prendre l'email et de le mettre en corbeille directement. C'est pour ça qu'il faut écrire des sujets d'email extrêmement pertinents pour faire en sorte que votre email soit au moins lu et que qu'on bypasse ce filtre naturel en fait. C'est le premier inconvénient du cold emailing. Deuxième inconvénient, c'est que c'est très chronophage. Faire de l'outbound, ça veut dire que vous allez passer pas mal de temps à vous créer des bases de données clients. Vous allez essayer de chercher des adresses mail, des contacts, vous allez aller chercher partout pour faire en sorte d'avoir des infos de contact à des gens que vous avez envie, avec lesquels vous avez envie d'interagir. Tout ce temps que vous passez à faire ça, c'est du temps que vous ne passez pas à closer. Et le vendeur, il doit vraiment faire en sorte de closer tout le temps. Et c'est super, super chronophage de faire de l'outbound. C'est pour ça que c'est important, quand vous avez un pattern, quand vous avez un schéma qui fonctionne, avec lequel les gens réagissent bien, de scaler ce process en fait. Et c'est dommage que ça soit si chronophage, et c'est un des principaux inconvénients du cold emailing. Le dernier inconvénient, c'est que c'est discontinu. Quand vous arrêtez de faire vos efforts de vente, à l'instant où vous n'êtes plus en train de lancer vos campagnes d'emailing, ça s'arrête en fait. C'est une des grosses différences avec l'inbound. Quand vous n'êtes pas en train d'envoyer des campagnes, d'appeler au téléphone, il n'y a plus rien qui se passe. Votre journée, si elle termine à 19h, elle est terminée à 19h. Personne ne va vous rappeler dans la nuit, puisque vous n'avez pas envoyé de campagne dans la nuit. Et donc c'est un problème. C'est-à-dire que c'est bloqué, il y a une journée en fait pour le cold emailing. Par contre, ça présente pas mal d'avantages également. Et alors déjà, l'efficacité, elle est prouvée. On peut dire ce qu'on veut, on entend plein de choses sur le cold emailing, et vous aurez sûrement, quand vous allez faire ça, plein de réponses négatives de gens qui vont vous insulter. Sachez-le, c'est pas grave, c'est normal, vraiment. Il faut pas réagir. Alors, il faut pas réagir aux trolls, et il faut faire en sorte de réagir positivement et de nexter et de passer à la chose suivante. Mais vous allez vous faire insulter. Néanmoins, l'efficacité, elle est prouvée. Elle est prouvée depuis toujours. Le cold emailing, ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne? Parce que quand vous avez trouvé un sujet d'email et un corps d'email qui marche, la mécanique, elle est prédictive et elle est extensible. Vous pouvez reproduire, quand vous avez une cible définie, vous pouvez reproduire de manière processée, industrialisée, ce même email avec cette même cible des centaines et des centaines de fois. Donc le fait que cette mécanique soit scalable, en fait scalable et extensible, ça confère un avantage certain au cold emailing. Après, c'est bien aussi parce que vous avez le choix du prospect. C'est vous qui faites votre base de données en fait. C'est-à-dire que c'est vous qui allez pouvoir choisir exactement la catégorie de prospects avec laquelle vous voulez interagir. Vous avez le choix de ça. Vous avez le choix également du véhicule. Si vous avez envie d'envoyer des emails, vous envoyez des emails. Si vous avez envie d'appeler, vous appelez. Vous avez le choix également de véhicule. Vous avez le choix du timing aussi. Si vous décidez que vous allez balancer des campagnes à 11h du matin et à 17h le soir, c'est vous qui décidez exactement quand vous envoyez vos campagnes. Vous êtes un peu le maître là-dessus. Ce qui fait qu'au final, avec le cold emailing et avec l'outbound stratégie de manière générale, vous avez un ciblage qui est quasi parfait, puisque c'est vous qui allez chercher exactement le contact qu'il vous faut. Et c'est une des grosses différences avec l'inbound.
Et puis, alors l'outbound, ça aussi, y a pas, vu que vous avez une force de frappe qui est répétable et qui n'est pas limitée en termes de quantité, ça donne des résultats qui sont vraiment quasi immédiats. Et toutes les startups devraient au moins essayer une stratégie de cold emailing et d'outbound pour essayer d'accélérer leur croissance plus rapidement que pour l'inbound. Et justement, je fais le parallèle maintenant. L'inbound, c'est l'inverse, c'est pêcher. Pêcher. Alors si je veux continuer la métaphore, ça veut dire vraiment attendre que votre prospect morde à l'hameçon. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous mettez en place une stratégie de contenu qui va engager l'utilisateur et de manière organique, c'est lui qui viendra vous solliciter pour acheter votre produit ou votre service. Alors pareil, ça présente pas mal d'inconvénients et pas mal d'avantages. Les inconvénients, c'est que c'est très long et que c'est globalement assez coûteux. Alors c'est long parce que vous avez besoin d'un copywriter, vous avez besoin d'une personne dans votre équipe qui sache écrire du contenu d'une qualité très très bonne et qui véhicule les valeurs de votre startup. Ça, c'est vachement important aussi. On ne fait pas, je veux dire, typiquement, il y a des partis qui sont pris. Capitaine Train, qui est une boîte chez nous que vous connaissez certainement, leur community manager est excellent. Sur Twitter, lisez ce que le mec fait dans les contenus et dans les articles de blog, c'est vraiment génial. On sent le ton Capitaine Train. C'est quelque chose qui leur est propre et c'est quelque chose sur lequel ils ont capitalisé et qui leur apporte énormément de trafic en ce moment. Voilà, donc la stratégie d'inbound, c'est super, ça prend du temps et c'est assez coûteux. Vous n'avez pas le choix du prospect, à la différence de l'outbound, pour le coup. Quand quelqu'un mord à l'hameçon, vous le prenez et vous le faites signer et vous le faites payer votre produit. Vous n'avez pas réellement le choix en fait, de la personne qui va mordre à l'hameçon. Pareil, vous n'avez pas le choix non plus du véhicule. Puisque c'est du trafic qui est organique, tous les gens qui réagissent à un blog post, qui réagissent à une vidéo, qui réagissent à un truc que vous avez posté sur Twitter, sur Facebook, une ads, peu importe, vous n'avez pas le choix du véhicule. Le mec a interagi par le véhicule qu'il a vu. Il va peut-être vous contacter via Facebook parce qu'il a vu une Facebook ad. Mais si vous n'avez pas envie d'aller sur Facebook à ce moment-là, c'est dommage pour vous, mais en tout cas, lui, il vient vous solliciter à cet endroit-là. Donc vous n'avez pas vraiment le choix du prospect. Vous n'avez pas le choix du timing non plus. Ça peut mordre n'importe quand. Je veux dire, il faut que vous soyez posté et prêt à accueillir ces nouveaux clients. Alors par contre, ça présente pas mal d'avantages. C'est customer friendly. Vraiment, c'est aligné avec les utilisateurs. En fait, quand vous faites de l'inbound, les gens ont l'impression que vous ne faites pas d'efforts pour vendre votre produit. Ils vont se dire, putain, mais ce que ces mecs-là font, c'est génial, en fait. Et je ne sais pas pourquoi j'y ai pas pensé, ou je ne sais pas pourquoi on n'a pas entendu parler de ça plus tôt. Et ils vont peut-être même vous dire, non mais en fait, vu le produit que vous vendez, vous n'avez pas besoin de faire d'efforts pour le vendre en fait. C'est toute la beauté de la chose en fait. Si, il y a eu 6 mois d'efforts avant pour créer cette stratégie de contenu qui a engagé des gens. Mais eux, ils ont l'impression qu'en fait, pourquoi on vous avait jamais connu avant, c'est parfait. Merci d'être là quoi. Et c'est ça en fait la différence avec l'outbound. L'outbound, c'est plus compliqué. Voilà, c'est à peu près pour les avantages et les inconvénients des deux méthodes. Donc nous aujourd'hui, comme je disais, on va se focus sur l'outbound et on va se focus particulièrement sur la génération de leads et sur le cold emailing, quelque chose d'extrêmement tricky. Ok. Alors avant, je vais vous parler d'une méthode qui est généraliste, qui s'appelle le Lean Sales. C'est une méthode des ventes simple que vous pouvez tous essayer d'appliquer. Peu importe votre startup, je ne vous connais pas tous, je ne connais pas tout ce que vous faites, mais ça c'est applicable, peu importe un peu votre secteur, que vous soyez en B2B ou en B2C. Alors, Lean Sales, ça veut dire la vente simple, ça veut dire tester son marché et apprendre à connaître ses prospects pour pouvoir arriver à ce qu'on appelle un minimum viable pitch. Donc, vous avez certainement entendu parler, du coup, maintenant que vous êtes à coup d'état, du minimum viable product. Il y a aussi dans la vente le minimum viable pitch. C'est un terme qui existe. Alors, comment on y arrive à ça? Premièrement, vous parlez. Sincèrement, sortez de chez vous, sortez de votre bureau et parlez à des gens. Là, j'ai mis 10, alors les chiffres, j'ai mis un peu des chiffres arbitraires, j'ai mis 10, 30, 100 parce que ça allait bien, c'était un peu représentatif. Mais voilà, parlez à un maximum de gens en live. Pourquoi c'est important de parler à des gens en live? Alors quand je dis des gens, c'est des connaissances, votre entourage, c'est des collègues, c'est au contraire des parfaits inconnus que vous avez rencontrés à l'occasion d'événements, peu importe, mais parlez-leur de votre produit. Pourquoi c'est important? Parce que le feedback que vous allez avoir avec ces gens-là, c'est du feedback qui est viscéral. Ça veut dire chaque réaction que ces gens-là vont faire, elle est perceptible en fait. Vous pouvez voir si le mec c'est un gros mytho et qui est en train d'être gentil avec vous et qui vous dit « Ah, c'est pas mal ton produit, c'est pas... ouais, peut-être que je l'implémenterai un jour. » Ça se sent en fait ça. On n'est pas tous des super menteurs. Donc franchement, avoir le feedback de quelqu'un en live, analyser ses réactions et son comportement, c'est extrêmement important pour savoir si votre produit plaira de manière générale. Voilà, donc commencez par ça.
L'inconvénient d'avoir du feedback comme ça en live, c'est que c'est pas scalable évidemment. Ça vous prend du temps et ça vous prend de l'énergie de vous déplacer. C'est pas quelque chose qui est scalable. Après, donc vous parlez, là j'ai mis 10 personnes, appelez 30 personnes. C'est bien aussi d'appeler parce que ça reste une interaction en one-to-one. Vous pouvez encore, au ton de la voix, à la manière dont le mec parle, à la manière dont ça réagit au bout du fil, vous pouvez encore essayer de percevoir un peu ses réactions et savoir si le mec est authentiquement intéressé par votre produit ou s'il a juste envie d'écourter l'appel et de continuer sa journée et il a juste envie d'être gentil. En fait, c'est ça, il y a des gens qui sont juste gentils et qui ont du mal à dire non, qui ont du mal à être violents au téléphone ou en vrai. C'est important de sentir ça en fait. Voilà. Et ça, pareil, c'est un peu plus scalable parce que vous pouvez enchaîner les calls de manière plus rapide et plus processée. Mais c'est toujours pas, c'est pas une force brute, quoi. C'est pas scalable à l'infini et ça vous prend encore une fois du temps. Et donc en dernier, vous envoyez 100 emails. Alors quand 100, c'est vraiment pour débuter, hein. J'en envoie bien plus que ça maintenant, mais vous commencez comme ça. Les emails, ce qui est génial, pour le coup, c'est que vous pouvez traquer, mesurer, agglomérer et utiliser toute la data qui ressort de vos emails. J'en parlerai un peu plus tard quand on parlera du coup de call emailing, quand je ferai le workshop là-dessus. Mais voilà, la force d'un email, la puissance d'un email, elle est brutale parce qu'elle est réplicable. Tout simplement. Et l'inconvénient du coup, c'est que pour le coup, les feedbacks peuvent être complètement, faux en fait, ou poussés à l'extrême. Ce que le mec répond dans l'email, c'est peut-être juste sa façon à lui de dire t'es mignon, mais casse-toi, quoi. Enfin, m'embête plus dans ma boîte mail. Donc, du coup, vous pouvez pas vraiment capter un peu. C'est pour ça que c'est important d'avoir des mecs au téléphone ou d'avoir les mecs en physique. Alors, quand vous avez fait ça, vous analysez les feedbacks, hein, surtout c'est très important. Ne soyez jamais au-dessus des feedbacks des gens parce que vous pensez que votre produit est bon et que de toute façon lui il n'a rien compris. Si vous traitez votre client en pensant, votre futur client, votre prospect, en pensant qu'il n'a rien compris et de toute façon que votre produit est bon et qu'il y a ces 2-3 potes sur Paris qui l'ont acheté, c'est pas suffisant en fait. Vraiment, traitez tous les feedbacks avec une importance extrême. C'est super important. Donc qu'est-ce que vous faites ensuite? Ça fait partie de cette méthode Lean du coup. Vous décryptez les feedbacks et vous analysez un peu la typologie des personnes qui vous ont répondu. C'est super important pour vous que vous puissiez différencier un intérêt tiède, un mec qui dit effectivement c'est pas mal, ça pourrait me servir, je peux voir éventuellement dans quel contexte j'implémenterai ta solution dans mon entreprise ou dans quel contexte je sign up sur ton site et voilà. Le mec il est tiède, vraiment son intérêt, et c'est important de voir ça. Alors la pire des typologies, c'est l'optimiste qui paiera jamais. Et ça prend uniquement de l'expérience et ça va au contact des gens, il faut aller au contact des gens pour avoir l'habitude de dealer avec des gens comme ça. Il faut nexter au plus vite quand vous avez des gens comme ça, parce qu'ils sont extrêmement exigeants en termes de temps. Vous allez donner de votre personne, vous allez donner de l'énergie pour des gens comme ça, parce que le mec s'emballe en fait pour votre produit. Donc vous êtes content qu'il s'emballe pour votre produit, mais il n'achètera jamais. Il va vous sortir tout un tas d'objections évasives, hein, absolument pas précises, auxquelles vous ne pourrez pas répondre dans tous les cas, et il n'achètera jamais. Il n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent pour vous. Il vous aime bien, mais il n'a pas d'argent pour vous. Et il voudrait que ça soit gratuit. Et bien, quand vous avez ce genre de réponse, sincèrement, ce n'est pas la peine de négocier trop longtemps. Vous allez vous tuer à la tâche en train d'essayer de négocier avec cette personne-là et il ne l'achètera pas. Il va te dire qu'effectivement, il avait vu un produit similaire quelque part sur un site web obscur et que ce produit était gratuit et que peut-être pour commencer, vous devrez le filer gratuitement aussi. Bref, il va essayer de vous gratter en fait. Et vraiment, méfiez-vous parce que ça va vous prendre du temps de dealer avec ce genre de personne. Et enfin, la troisième typologie, c'est la réelle intention d'achat. Le mec, il va avoir plein d'objections, mais quand ces objections sont fondées, c'est comme ça que vous repérez une intention d'achat. Donc allez jusqu'aux objections fondées. C'est très bien, n'allez pas croire surtout que c'est parce que le mec ne réagit pas trop ou le mec n'a pas trop posé de questions en disant qu'il était intéressé, que c'est une bonne chose. En fait, c'est pas une bonne chose. En fait, c'est quand le mec pose des questions sur le prix, sur les modalités financières, sur comment on peut s'implémenter, sur des features que vous n'avez pas mais que vous potentiellement pourrez développer par la suite. Quand le mec pose plein de questions sur votre solution, et qui parle des alternatives existantes, qui parle de ce que sa boîte a déjà fait, de ce que lui il envisionne pour le projet, pour le produit. C'est à ce moment-là que ça devient intéressant et que vous pouvez identifier l'intention d'achat. Alors, deuxièmement, vous avez décrypté vos feedbacks, vous avez les typologies de personnes, vous faites un virtual close. C'est-à-dire que vous isolez toutes les personnes pour lesquelles vous avez identifié une intention d'achat. Ces personnes-là, vous les prenez et vous leur posez une simple question. C'est, donc j'ai bien capté mec, tu étais intéressé, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi maintenant pour que tu deviennes client? Tout de suite, en fait. Et vous créez la situation d'urgence. Et à cette question, il va y avoir deux types de personnes, même ceux qui étaient chauds pour acheter au départ. Il y a ceux justement, alors c'est ce que moi j'appelle les red flags. Voilà, faire attention aux red flags. Il va y avoir les mecs qui vont dire
Ouais, alors là, tout de suite, je sais pas trop. Voilà, ils vont être super évasifs. Ils vont être super évasifs et il n'y aura rien de concret. Mais ces mecs-là, en fait, c'est que vous n'êtes peut-être pas si bien qualifiés et que finalement, ils n'étaient peut-être pas super intéressés pour être des clients. Un mec qui ne peut pas être un de vos clients tout de suite, il y a des grandes chances que ça prenne un de vos clients plus tard, en fait. Il y a pas, à part s'il sort vraiment une vraie raison. Écoute, là, on est en train de budgéter notre budget CRM, notre budget SaaS. Ça ne rentrera pas maintenant ce mois-ci, ça rentre dedans le mois prochain ou le trimestre prochain. Auquel cas, c'est bien. Donc il y a les évasifs qu'il faut traiter avec prudence, et il y a ceux qui ont les objections fondées et qui vont répondre de manière concrète à la question « Qu'est-ce que je peux faire pour toi pour que tu deviennes mon client tout de suite ?» Voilà. Ces gens-là, c'est ceux avec qui il faut dealer. Et ensuite, vous faites un test close. Alors là, c'est super important. Il y a 4 choses à mettre en place dans un test close. Alors, premièrement, vous faites un rappel de la valeur, du bénéfice que votre produit, votre service suscite chez le mec qui est potentiellement, le prospect qui est potentiellement intéressé par votre produit. Vous dites par exemple, ok, donc après notre coup de fil ou après nos multiples coups de fil, j'ai bien vu comment produit X peut s'intégrer chez vous au sein de la division Y. On a bien compris comment ça pouvait ajouter de la valeur. Maintenant, vous faites 2 choses. Vous lui offrez premièrement une early deadline. Vous dites par exemple, early deadline, ça veut dire, alors vous m'avez parlé d'une feature qu'effectivement on avait pensé à développer. Je vous avoue monsieur X, que ce n'était pas dans les plans de la boîte avant au moins 6-7 mois. Ah, le mec va faire, ouais, mais c'est vraiment ça qu'on a besoin, vous savez, votre produit, je l'aime bien, hein, mais nous, c'est plutôt cette partie-là que vous n'avez pas encore développée qui va nous intéresser. Parce que bien sûr qu'ils vont essayer de trouver ce genre d'excuses. Bien sûr qu'il y a des parties, des choses que vous n'aurez pas sur votre produit. Si c'est dans vos cordes de développer ce genre de feature, mais que c'était quelque chose que vous avez prévu sur le long terme, dites-lui, ok, on va vous rémunérer pour être notre premier client, pour être le premier mec intéressé par ce qu'on est en train de vendre. À la base, on devait mettre 6 mois pour la construire, cette feature. Je vais prendre toute ma petite dev et je vous jure qu'on va essayer de la construire en 2 mois. Si vous signez maintenant, si vous payez upfront notre produit maintenant, je vous jure que la feature, on vous la sort en 2 mois au lieu de 6. Early deadline. Le mec, ça va l'emballer de voir que vous bougez pour lui, sincèrement. Deuxième chose, si ça ne suffit pas, l'early bird. Dire, écoute, on veut te remercier que tu sois 3e client le plus intéressé par ce qu'on vend. Je peux même pas te donner des feedbacks sur tous nos autres clients puisque tu es littéralement le 3e. Donc, à part 2 autres pélos, on veut te remercier du fait que tu aies acheté notre service. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un discount. Mais sérieusement, faites-le tous. Même si vous avez l'impression que vous avez pricé votre produit juste pour survivre, que c'est le prix du marché, que c'est ce qui doit être fait, vos premiers clients, vous leur faites des discounts à tous. Vous leur dites, écoutez, là, si tu signes tout de suite, si tu me donnes tes informations bancaires et que tu es prêt à souscrire à notre SaaS en ligne maintenant, je te donne 50% sur le produit, donc la moitié du prix, à vie. Que le mec se sente comme un putain de privilégié, tout le temps. Et ça sera celui que vous engagerez le plus. Super important de faire de l'early bird avec lui. Soyez pas radin là-dessus, quoi. Vraiment, vous êtes une start-up. Vous pouvez juste pas vous permettre d'être radin et d'être inflexible sur les prix. C'est impossible. Vous n'êtes pas Google, vous n'êtes pas Facebook, vous ne vendez pas des produits qui sont établis sur le marché et qui ont un prix fixe. Vous n'avez pas le pouvoir de négo. Il a le pouvoir de négo, en fait. Du coup, vous offrez l'early bird. Et quatrièmement, et ça c'est un truc, on peut débattre des heures là-dessus, mais je m'en fous, la vérité c'est qu'il faut le faire, c'est du satisfait ou remboursé. Vous lui dites le mec, vous le rassurez. En fait, si votre produit ne correspond pas à 100% aux attentes de votre client, c'est mort. Le mec, vous ne pouvez pas vous permettre de lui dire « Ah, t'as payé, désolé. Hein. Ah, franchement, non, désolé. En fait, on croyait que ça allait marcher, ça a un peu foiré, c'est de notre faute, c'est de ta faute, on ne sait pas. Désolé, t'as payé, on ne te rembourse pas. » Non, non. C'est satisfait ou remboursé. Encore une fois, vous êtes une start-up, offrez-lui le bénéfice du doute et offrez-lui cette satisfaction-là de savoir qu'il peut revenir en arrière si ça n'a pas fité à 100%. Ça ne veut pas dire que vous devez laisser vous faire pigeonner non plus et chaque mec qui arrive en disant « Ah tiens, ça n'a pas marché, vas-y rembourse-moi » au bout de 3 mois, non, non. Dans ce cas-là, s'il y a un mec qui demande de se faire rembourser et qui a bénéficié du produit pendant quelques mois, vous planifiez un call avec lui où vous le voyez physiquement et vous demandez de manière vraiment authentique qu'est-ce qui n'a pas été. Et du coup, ça vous fait aussi réfléchir sur qu'est-ce que vous pouvez améliorer sur votre produit en fait. Super important. Mais le satisfait ou remboursé, sérieux, ça a l'air d'être un cliché, mais c'est extrêmement important que vous puissiez mettre ça en place. Voilà, tout ça, c'est le minimum viable pitch. Valeur, rappel de la valeur et du bénéfice pour le client, early deadline, early bird et satisfait ou remboursé. Voilà. Du coup, un concept que vous avez sûrement connu, peut-être que Oussama vous l'a dit ou Balthazar, le fameux fake it until you make it.
Alors ça marche aussi en marketing, donc pour avoir un maximum de sign-ups sur une landing page, pour avoir, voilà, pour générer du trafic et de l'intérêt avant même que vous ayez votre produit. Ça marche encore mieux et ça marche encore, c'est encore plus le cas pour la vente. Le fake it until you make it, vendez d'abord et construisez ensuite. Sérieux. Vous mettez la deadline que vous voulez pour la sortie officielle de votre version définitive. Mais essayez d'engager au plus possible vos clients, essayez d'avoir du cash upfront pour ce que vous faites. Et c'est faisable avec les quatre choses que je vous ai dit juste avant. Mais c'est extrêmement important que vous puissiez être simple. Pensez jamais que, non, en fait là j'ai un gros focus produit à faire, ça va encore me prendre 3 ans et 7 mois, je commencerai à vendre après. Non, c'est mort. Si vous partez là-dessus, en fait, c'est pas possible. Vendez avant que le produit soit fini, on s'en fout. Après, bloquez-vous le temps nécessaire en fait pour finir le produit, pour qu'il soit dans les cordes de ce que le client recherchait. Mais franchement, commencez à vendre dès que possible. Convertissez avec des incitations tangibles, ça revient un peu à ce que j'ai dit juste avant. Voilà, hein, c'est l'early bird, c'est l'early deadline, c'est quelque chose que le mec peut saisir. Je veux dire, faut pas lui dire ouais, on te remercie, on t'aime beaucoup, tu seras notre client privilégié. Dites pas des mots qui veulent rien dire en fait. Tu seras notre client privilégié si le mec a pas d'incitation tangible. Pour lui, ça veut rien dire. Vous allez peut-être dire la même chose à des centaines de clients après. Donc offrez-lui du discount et offrez-lui des features plus tôt. Sincèrement, c'est comme ça que vous allez pouvoir l'engager. Et tout ça, donc c'est le fameux minimum viable pitch. Si vous n'avez pas réussi à closer une seule personne avant de sortir définitivement votre produit, donc avec cette méthode-là, sur tous les gens que vous avez contactés, c'est peut-être que vous avez loupé quelque chose et peut-être que la demande pour votre produit n'est pas si évidente. Peut-être qu'il y a quelque chose à revoir. Vraiment. Donc faites le test. Je ne vous dis pas, il n'y a pas de ratio, hein, il n'y a pas de truc établi. Je ne dis pas qu'il faut closer absolument 10%, voilà, peu importe combien. Non, c'est closer au moins une personne. Faites payer un mec upfront avant même de sortir le produit. Et si vous avez fait ça, vous avez de sources sûres validé votre market fit. Mais c'est certain. Si quelqu'un est prêt à lâcher son argent avant même de pouvoir bénéficier du produit, c'est clairement que votre produit va faire mouche dans le marché. Voilà. Ok. Et voilà. Voilà, donc ça c'est pour la partie lean sales. Alors maintenant, s'il y a des questions, n'hésitez pas d'ailleurs, hein, c'est parti. Il n'y a pas de mots. Oui, dis-moi. Tu parles du satisfaction remboursé, mais ouais. C'est sur un produit physique. Ouais. Alors dans ce cas-là, c'est une obligation de moyens et pas une obligation de résultat. Je suis d'accord avec toi. Si, toi, par exemple, pour ton projet, je connais ton projet, donc Benjamin, je sais que pour le coup, il y a un devis qui va être établi, et si le client est d'accord avec le devis, après, il assume derrière la prestation. Et de toute façon, c'est toi qui en pâtiras si jamais ta prestation était mauvaise. Ta recommandation sera exécrable, et ça va être compliqué pour toi de t'en sortir. Donc tu as plutôt intérêt à être bon sur la première prestation que tu fournis. C'est ce que je veux dire. Mais ouais, effectivement, sur un produit physique, obligation de moyens, quoi, pour le coup. Voilà. Il n'y a pas de mots chelous que j'ai dit que vous avez... Non, cool, tant mieux. Ok, alors grosse partie, génération de leads. Là, il faudra que vous me suiviez et que je vais vous faire des démos. J'espère que ça va marcher. J'ai vu tout à l'heure que le Wi-Fi était super lent. J'espère que ça ne va pas me bloquer pour faire mes démos. Traditionnellement, il y a 4 moyens, pas plus, de générer du lead. Ça veut dire de rechercher des informations de contact de gens que vous estimez être vos prospects ou vos clients. La première méthode, je la déconseille formellement. Franchement, je l'ai mis pour la forme parce que vous devez la connaître si vous ne la connaissez pas. Mais je ne l'ai jamais utilisée et franchement, je la recommande à personne. Enfin si, je vais vous dire un cas où je la recommande. Mais en gros, je l'énonce d'abord. C'est la méthode qui fournit la plus haute quantité de données avec la plus faible et la plus pourrie des qualités. Voilà. C'est l'achat de bases de données. Oui, il y a des sites en fait qui sont spécialisés dans l'achat de bases de données. Vous décrivez avec des mots-clés ce que vous avez envie de voir apparaître dans la recherche et ils vous sortent un énorme spreadsheet gigantesque avec plein d'adresses mail. Alors, il y a 2 sites qui font ça majoritairement. Les deux plus gros à ma connaissance, c'est hoovers.com et data.com. Je vous laisse aller dessus. Je ne fais pas de démo. Hein. Franchement, ça ne sert à rien parce que je ne pense pas que vous, ici, que n'importe lequel d'entre vous soit susceptible de passer par cette méthode-là. Mais il fallait quand même que je la dise. Alors, pourquoi l'achat de base de données, je ne la recommande pas ? Parce que, et ça c'est un vrai chiffre, hein, c'est vérifié par tous les blogs de marketing, tous les mecs qui ont fait des analyses là-dessus, 30 à 40% de la data qu'ils vont vous filer, elle est obsolète. Les mecs, ils ont bougé, ils sont plus dans la même société, elle n'est jamais mise à jour, et donc elle est intraitable. Sachez-le. Si vous êtes surpris que vos emails bounce, ça veut dire reviennent avec un message d'erreur de votre client email, message non délivré, si vous êtes surpris de ça alors que vous avez payé pour acheter la base de données, ne le soyez pas. C'est connu, 30 à 40% de cette data sera intraitable parce qu'elle sera obsolète. Voilà. Et en fait,
c'est ça qui est drôle. Il y a un double coût avec cette méthode-là. Le premier coût, c'est que vous allez payer une première fois pour acquérir la base de données. Vous allez donner de l'argent aux mecs qui font ces sites-là. Ils vont vous filer la base de données. Et vous avez un deuxième coût qui est un peu moins évident, qui est le coût d'énergie et de temps que vous allez repasser à essayer de retrouver le bon contact des personnes que vous avez voulu cibler. Hein, par exemple, si vous avez voulu cibler les DRH des sociétés de plus de 5000 personnes dans l'industrie pharmaceutique, si vous achetez cette base de données par un des sites ouverts ou data.com, 30 à 40% de cette data sera morte, donc vous allez dire putain mais lui, là le directeur innovation ou le DRH Sanofi, il me le fallait en fait. Donc vous allez dépenser des ressources pour rien pour essayer de retrouver impérativement son adresse mail. Donc double coût avec cette méthode, c'est pour ça que je ne la recommande pas du tout. La deuxième méthode fournira une quantité qui est très très bonne, grosse quantité, avec une qualité qui est pour le coup plutôt moyenne, selon les sites sur lesquels vous allez faire. Et là pour le coup je vais faire une démo, donc j'espère que ça va fonctionner. Alors c'est une méthode qui fait partie de cette tâche qu'on appelle le web scrapping. Alors web scrapping, comme et Julien de The Family l'explique plutôt bien et mieux que moi dans leur cours de growth hacking, mais typiquement le web scrapping, c'est vous déplacer sur des sites internet, extraire de la data via ces sites internet et l'agencer de manière automatique dans des spreadsheets. Si vous avez besoin, par exemple, si vous vendez tiens, j'ai un pote qui fait ça, qui était anciennement à The Family, qui monte un site où il va référencer des centaines, des milliers de marques de basket. Le gars, au bout d'un moment, il aura besoin d'avoir un catalogue produit. Pour le coup, son catalogue produit, il va devoir référencer des modèles, il va devoir référencer des prix, il va devoir référencer en fait différentes marques en fait. Du coup, il va pouvoir scraper tous les sites qui existent pour faire un gros référencement de tous les produits qui existent sur un énorme spreadsheet qui va mettre à jour de manière régulière et automatique. C'est un des cas d'usage du web scrapping. Typiquement pour la vente, c'est pas pour ça qu'on l'utilise. On l'utilise bien évidemment pour récupérer encore une fois du contact. On l'utilise pour récupérer du nom, du prénom, de la mission, là où le mec travaille, nom de société, quand est-ce qu'il rejoint la société, bref, tout ce que vous pouvez imaginer sur un prospect pour le connaître dans ses moindres détails et être le plus gros stalker de la planète, du coup, vous le faites par le web scrapping. Alors, je vais tenter de faire la démo, je vais poser le micro. Donc, Kimono, c'est l'un des outils. Alors, c'est une boîte qui est américaine, qui est implantée à San Francisco, qui marche très très bien. Il y en a d'autres, il y a Data Extractor qui marche un peu moins bien, qui est un peu plus bordélique. Kimono, c'est très beau, très propre, c'est intuitif. Vous allez voir, c'est assez facile d'utilisation. Alors, je vais faire une démo évidemment limitée. Bon, alors, on va dire que... Vous voyez tous bien? Merde, peut-être pas. On va dire que ma cible, elle est sur AngelList. On va dire que j'ai besoin de targeter des startups qui sont en France. Alors je fais un exemple tellement généraliste. En vrai, il faudrait être plus spécifique que ça. Mais admettons que ma cible soit les startups françaises, assez grosses pour avoir une activité sérieuse sur AngelList. Donc je vais sur AngelList parce que je trouve que c'est un bon moyen de les targeter. Donc je vais sur AngelList, clique sur Startup. Je vais voir dans Browse All, parce que je ne veux pas juste celle qui soit trending, et je vais pouvoir mettre mes filtres. Voilà. Là, type, je cherche des startups, je coche uniquement là-dessus. Et location, je vais mettre France. Voilà. Ça va me sortir très peu. Vous voyez un peu l'activité des startups françaises sur AngelList. C'est un peu triste. Et voilà, ça me sort 468 compagnies. Je vais ouvrir Kimono. Alors Kimono, le site c'est kimonolabs.com. Retenez ça. Vous installez un plugin. En fait, le site ne sert à rien. Vous n'allez quasiment jamais aller sur le site, à part pour récupérer votre donnée. Tout fonctionne par un plugin. Il est là en haut, là. J'ai le curseur dessus. Je vais cliquer sur Kimono. Voilà. Vous voyez, il y a une espèce de bannière qui s'est ouverte en haut. Alors, ça c'est important. Ça c'est le seul truc bordélique. Je leur ai écrit en fait pour dire que c'était un peu bizarre, on ne comprenait pas. En fait, si vous faites toute la procédure de scrapping maintenant, à la fin, vous n'allez pas savoir vous authentifier parce que là, il y a ce petit cadenas tout pourri qui clignote en haut à droite et qu'il faut débloquer avant de faire votre scrapping. Sauf que eux, ils laissent quand même faire, même si on ne débloque pas. Donc, authentifiez-vous. Là, il va me demander de mettre mes credentials sur AngelList. Voilà. Alors là, pareil, essayez de suivre la procédure parce que j'ai mis longtemps à trouver. Je vous jure que ça, c'est pas intuitif pour le coup. En gros, il vous demande de cliquer sur là où il y a le username. Alors toi, tu as beau chercher partout, tu cliques ici en haut à gauche, il ne se passe rien, tu vois. Non, en fait, c'est pas ça. En fait, il faut cliquer sur navigation, aller sur login de AngelList. Ah, non, mais voilà, il faut voir un peu le truc. Et maintenant, votre fil username, il est là. Donc, username, je clique une fois en haut à gauche, il est activé. Je clique dans mon champ email.
Hop. Ensuite, je dois switcher sur password, ici juste à côté. Je clique sur mon champ password. Et ensuite, je clique sur le champ submit. Et je clique sur login. Ça fallait le savoir. Je vous jure que j'ai mis longtemps à le trouver, ça me rendait ouf. Ça me rendait complètement ouf. Voilà, et là, done du coup. Ah, cette blague. Génial. Ok, bon là je vais pouvoir scraper, c'est bien. Là on n'a pas encore scrappé. Hein. Ok, donc alors c'est là que ça devient intéressant du coup. Pour scraper, vous voyez en haut, vous avez propriété numéro 1. Alors vous allez changer le nom de ça. Imaginons que moi, pour le souci de la démo, je veux récupérer toutes les startups, je veux leur nom, je veux le marché sur lequel elles opèrent et je veux l'URL du site web. Pour déjà faire un tableau concis de qui peuvent être mes clients. Je vais cliquer. Ah, pareil, attention, il y a des petits pièges. Hein, c'est pas tout simple, Kimono. Vous cliquez une première fois là-dessus. Surtout, validez pas, parce que là, ça a tout pris, c'est n'importe quoi. Donc, vous cliquez sur la croix de l'élément qui vous intéresse pas, en fait. Hein, donc, il va remettre... voilà. Et vous cliquez une deuxième fois, parce que vous, il n'y a que le nom qui vous intéresse. Vous cliquez sur la startup d'en dessous. Et normalement, s'il n'est pas trop con, donc, il valide ça. Et il invalide le truc à gauche. Voilà. Il m'a pris toutes les startups. Propriété 1, je l'appelle juste du coup startup. Voilà. Hop. Bon, il y en a 20. Je vais pas vous faire une démo de comment scraper 100 000 trucs. C'est la même chose. Donc, je vais me limiter à 20. J'ouvre ma deuxième propriété que je vais appeler du coup marché. Voilà. Marché. Et je vais cliquer sur le marché ici. Donc dans la colonne marché, mobile vidéo, pareil, il va me prendre des trucs qui ne m'intéressent pas. Je vais décocher la location et je vais recocher le marché du truc en dessous pour qu'il me descende la colonne. Donc j'invalide ça, voilà. Il me prend toute la colonne marché de la boîte. C'est ma propriété numéro 2. Il y en a 20 également, c'est toujours important que ça corresponde. Et la troisième propriété, du coup, pour finir la démo, je veux en fait l'URL parce que je vais aller les dérouler automatiquement avec un script plus tard. C'est assez important de pouvoir prendre l'URL comme ça. Voilà, pareil, j'invalide ce qu'il y a à côté, je clique sur ce qu'il y a en dessous pour qu'il descende la colonne, je réinvalide ce qu'il y a à côté parce qu'il est trop chiant, il me demande encore de faire ça, et voilà, et j'ai le website du site, je l'appelle URL, cool. Maintenant, je fais done, et là je vais vraiment compter sur la réactivité du Wi-Fi pour pouvoir faire l'API, je l'appelle test, on s'en fout, je laisse sur manual crawl, ça veut dire qu'en fait, Kimono vous donne la possibilité de scroller en fait, sans que vous fassiez rien, avec le même API, la même API, toutes les 15 minutes, les 30 minutes, toutes les heures, toutes les semaines ou tous les mois. C'est assez puissant comme outil. Moi, en l'occurrence, je le fais en manuel. Hein, je vais le faire une fois pour la démo, je n'irai pas le refaire après, donc je ne suis pas intéressé par les autres options. Et là, je crée mon API. Et là, je stresse un peu. Ça devrait marcher. Hier, ça a marché. Cool. OK. L'API a été créée. Je vais la chercher, hein. Là il va m'ouvrir le site de Kimono. Et voilà. Et en gros, c'est magique. Regardez si je fais dans la data preview. Alors bien sûr, évidemment, ça vous laisse la possibilité de tout exporter en CSV, en XLSX, en tout le format que vous voulez. Data preview, j'ai mes 20 startups avec une deuxième page qui sont là avec le nom comme je le voulais, le lien Angel List, le marché en nom, le lien Angel List du marché, etc. et puis l'URL de la startup. Ça, quand vous exportez, ça vous fait un tableau super propre et vous pouvez le dérouler comme ça à l'infini. Alors après, l'idée, c'est pas juste de choper des noms de startup, hein, vous êtes bien au courant, vous savez qui sont vos clients, a priori. C'est évidemment d'ajouter à cette page, en fait, que vous avez, à cette URL Angel List de startup, d'aller cliquer sur les fondateurs. Hein. Vous savez que sur Angel List, par exemple ici, eBuzzing, je vais évidemment pas targeter eBuzzing, ils sont bien trop gros, mais voilà, eBuzzing, quand je descends la page, j'ai les fondateurs d'eBuzzing qui sont là, Frédéric Montagnon, Julien Romanetto, etc. Et ces mecs-là, a priori, parce que c'est quand même des mecs stylés et qui ont fait des trucs cool, ils ont enseigné un profil LinkedIn. Et en fait, Kimono va vous permettre de superposer les URL jusqu'à arriver à l'URL qui vous intéresse, c'est-à-dire finalement le LinkedIn de Frédéric Montagnon pour que je puisse choper son adresse mail. C'est à ça que vous sert Kimono en fait. Au lieu de passer une plombe, littéralement, à aller chercher chaque profil. Ah ouais, lui, il est pas mal. Ouais, j'ai appris que le directeur innovation chez Carrefour, il s'appelle Intel. Je vais aller checker son profil LinkedIn. Zut, il n'y a pas son adresse mail dans LinkedIn. Qu'est-ce que je peux faire? En fait, Kimono, ça va vous permettre déjà d'avoir une grosse base de données bien brute de tous vos clients potentiels,
tous vos prospects potentiels et avoir leurs URL, avoir un peu des informations sur eux qui vous aideront à aller plus vite jusqu'à le Saint Graal. Et le Saint Graal, c'est l'adresse mail, vraiment. Et je vais vous montrer comment maintenant récupérer les adresses mail, et ça certainement aussi qui ne sont pas publiques. C'est un peu le délire du truc. Ok, c'est la partie justement maintenant. Donc là, je vous ai fait la démo de Kimono, ça sert à extraire de la data et l'agencer. Maintenant, je passe sur, alors je vais me remettre sur ma presse. Voilà, s'en fout du LinkedIn, je quitte AngelList et je reviens sur ma presse. Voilà. Alors, une autre des méthodes, la troisième méthode de génération de leads, qui est ma préférée, celle que j'utilise tout le temps, celle que je conseille aux startups de famille, pardon, excuse-moi, celle que je conseille aux startups, celle qui vous générera une quantité qui est pas exponentielle. Je veux dire, c'est pas du million, c'est pas des centaines de milliers, à part si vous les payez beaucoup, mais c'est la meilleure qualité possible, et en vous faisant gagner le plus de temps possible, c'est passer par une équipe dédiée, qui en général, j'ai mis délocalisée, c'est pas une vérité absolue, mais en général, qui est délocalisée. Typiquement, il y a 2 sites pour ça, enfin il y en a plus que 2, mais il y a Freelancer, il y a Upwork, il y a Upwork, et il y a Guru. Ça dépend des écoles. Moi, je suis très très bien sur Freelancer parce que j'ai trouvé des perles. Je sais qu'il y en a qui ont été déçus et qui préfèrent passer par Upwork. C'est vraiment, c'est en fonction de chacun. Alors, concrètement, c'est quoi ? Comme son nom l'indique, Freelancer, c'est un site sur lequel vous allez trouver des centaines de milliers de personnes en freelance partout dans le monde qui vont réaliser tout un tas de projets pour vous. Alors, ma technique. Il y a des sites de freelance où les gens n'aiment pas le terme scraper, parce que scraper, c'est un peu connoté, c'est un peu faire du mal, c'est un peu chercher la data là où il n'y en a pas forcément, je veux dire, et là où on n'est pas le bienvenu. C'est un peu s'inviter quelque part où on n'est pas forcément le bienvenu. Vous êtes une startup, vous n'en avez rien à foutre. Quand vous dites ça, c'est pas grave. Mais je sais qu'il y a des sites en fait, où ça passe mal de mettre le mot scrapping dans la description de projet. Sur Freelancer, vous allez sur Freelancer, vous créez un projet. Alors moi, mes termes, ce que je vous conseille, c'est data entry. Alors c'est toujours en anglais, hein. Faites-le en anglais parce que globalement, il y a de très fortes chances que votre freelance ce soit dans un pays, qu'il ne soit pas en France en fait, donc il ne voudra parler en anglais avec vous. Voilà, mettez data entry ou data, j'avais mis quoi ? Data building, data entry, data scrapping. Voilà, j'avais mis genre de mots-clés en fait, c'est le nom de votre projet. Ensuite, derrière, vous décrivez le projet. Alors là, vraiment, soyez le plus précis possible. Même si l'anglais, c'est pas votre fort ou que vous savez pas tellement comment décrire ces trucs un peu techniques, essayez de dire noir sur blanc qu'est-ce que vous voulez faire. Mais qu'est-ce que vous avez envie de faire à travers de ce projet ? Il faut vraiment écrire, voilà, je vais te filer une liste d'URL LinkedIn avec 5000 profils. Ce que je veux, c'est que, numéro 1, tous les profils qui sont en public, là où les mecs renseignent leur adresse mail, tu me scrapes, c'est-à-dire que tu m'extrais cette adresse mail-là et tu me la mets dans un tableau. Tu décris ça comme ça. Deuxièmement, et là c'est plus tricky, et c'est là qu'en fait, si vous avez de la chance, vous allez tomber sur des bons freelancers comme moi, il y en a qui ont eu moins de chance, ça va mettre plus de temps pour tomber sur les bons freelancers, vous leur dites, si l'adresse mail n'est pas publiquement renseignée sur LinkedIn, je veux que tu essaies de la construire en utilisant le format de l'email. Il y a tout un tas d'outils, dont je vous parlerai plus tard, qui servent en fait à vérifier le nom de domaine en fait, d'une adresse mail et à te sortir tous les employés qui bossent pour ce nom de domaine-là. Vous voulez que votre freelancer utilise tout ce qui est possible de faire en termes d'email permutator pour essayer de créer et de trouver l'adresse mail. Ça veut dire que typiquement adefamily.co, nous c'est très facile, c'est comme le peur des startups, c'est le prénom adefamily.co, où ça ne va pas être bien compliqué de nous trouver. Et si elle n'était pas renseignée publiquement, votre freelancer aurait dû taper @defamily.co parce qu'il aura vérifié que le nom de domaine existe. Il va défoncer la liste des employés via le site web et il va mettre Clément, Joris, Julien, Com, etc., etc. Il va défoncer la liste des trucs et il va nous trouver tous en fait. Vous lui demandez de faire ça parce que votre job c'est de vendre, c'est de pas passer du temps à essayer de faire ça. Au moins vous passez de temps sur un spreadsheet, au mieux vous vous portez. Franchement, c'est une tâche que vous ne devriez pas faire, mais qui est malheureusement immanquable, quoi. Vous lui demandez de faire ça, et alors là, vous testez. Alors, 2 petites astuces sur Freelancer. Essayez de ne pas payer upfront. Vous ne payez pas les mecs en avance, parce que bien sûr, c'est des gens qu'il faut rémunérer, hein, c'est normal, tout travail mérite salaire, et pour le coup, quand c'est bien fait, vous êtes content de les payer, mais essayez de ne pas payer avant. Je me suis fait avoir comme ça au tout début quand je bossais à Defamily, et que j'ai essayé de trouver mes freelancers. Alors j'ai tâtonné à droite, à gauche pour trouver des bons freelancers. Il y a sincèrement 30 personnes qui ont répondu à mon projet.
30 personnes qui m'ont dit, alors des gens au Bangladesh, des gens au Vietnam, des gens en Birmanie, des gens au Brésil, des gens partout, vraiment. Et ils m'ont dit, oui, je sais faire votre projet, c'est votre projet, acceptez-moi, cliquez sur accepter. Eux, c'est de la thune qui va rentrer, c'est des trucs qu'ils savent faire, qu'ils savent automatiser. C'est facile pour eux. Donc il faut comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui vont toquer à votre porte pour essayer de faire votre travail. Il faut franchement ouvrir une fenêtre de chat. Alors c'est très facile, un freelancer, c'est comme un espèce de Facebook chat, si vous voulez. Vous ouvrez cette fenêtre et vous parlez à la personne. Et franchement, c'est un peu triste parce que ça vous fait un peu parler comme si c'était débile, mais faites-vous comprendre. Par n'importe quel moyen possible, faites-vous comprendre en fait. Dites, t'as bien compris, j'ai besoin que si l'adresse mail n'est pas publique sur LinkedIn, que tu me la construises via un spreadsheet et qu'il n'y ait pas de case blanche quand tu me renvoies mon fichier. Je veux que chaque profil dans l'URL LinkedIn que je t'ai filé, les 5000 personnes que je souhaite, tu me les renseignes. Au pire, il y aura des emails qui ne fonctionneront pas, parce que tu n'auras pas pu les vérifier. Bien sûr, ça arrive, il n'y a pas tous les outils qui permettront de vérifier des emails. Mais je veux que tu essaies de les construire. J'ai malheureusement pas fait ça la première fois que j'ai parlé sur Freelancer, et la personne m'a dit, j'ai compris, t'inquiète, mais je fais ça tout le temps, t'inquiète, alors il faut que tu me payes en avance 12 € pour libérer le début du projet. Donc moi, hop, je compte PayPal, je paye 12 €. De toute façon, le mec a compris, j'ai besoin de 200 emails, 300 emails, je sais plus. Putain, la personne m'a envoyé un tableau avec, sur les 300 profils que j'avais demandé en l'occurrence, il va y avoir une quinzaine ou une vingtaine d'emails, et dans les cases blanches, elle avait mis genre not found, un truc comme ça. Putain, elle m'a fait payer pour 200 leads parce qu'elle a bossé sur 200 leads. Grosse bullshit en fait. Énorme bullshit. Ça, c'est pas tolérable sur Freelancer. Et si vous avez des résultats comme ça, vous lui dites, écoute, bon, je t'ai payé, c'est de ma faute, j'aurais pas dû accepter de te payer en avance, c'est comme ça maintenant, mais je veux plus travailler avec toi. Donc je te retire du projet et je vais chercher un autre freelancer. Et je te déconseillerai et je te noterai très mal. Parce que je t'ai demandé 10 fois en fait si tu avais compris ce que je te demandais, 10 fois tu m'as dit oui, et en fait tu n'as pas compris et tu m'as rendu des mauvais résultats. Donc perdez pas de temps avec ça, vous nextez et vous trouvez un freelancer qui est bon. Moi j'ai 2 perles, pardon, dis-moi. Ok. J'ai réussi, j'ai eu la chance de trouver 2 perles de famille. 2 Vietnamiens dont je tairai les noms parce que j'ai pas envie de partager, parce que sinon ils ne bosseront plus pour moi. Ils sont extraordinaires et franchement on les paye très bien à The Family et je vais continuer à bien les payer parce qu'ils font du boulot impeccable. Alors je sais pas comment, mais chaque email qui te sort est vérifié et elle est cohérente. Donc ça c'est Freelancer. Sincèrement, si vous avez si vous êtes en B2C notamment et que vous avez de nombreux leads à générer, passez par ces mecs-là, trouvez votre freelancer et bossez avec lui de manière continue. La dernière méthode, ça s'adresse exclusivement, alors je précise, sinon on va me dire que c'est pas possible, ça s'adresse exclusivement, 1, aux startups B2B, premièrement, 2, aux startups qui ont déjà un premier client. Voilà, premier client corpo ou peu importe, un premier client B2B. C'est la méthode qui génère le moins de quantité et la plus haute qualité possible en termes de lead. Alors, c'est la méthode de l'ADN client. Il faut définir ses profils clients en fait. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire... vous allez chercher en fait votre client qui vous apporte le plus de valeur sur 2 points particuliers. Le premier point, c'est qui le mec qui vous ramène le plus de chiffre d'affaires? Important, le montant des deals que vous passez avec lui. Deuxième point, c'est qui le client qui bénéficie le plus de votre solution? En d'autres termes, en fait, à qui je sauve la vie? Quel mec m'envoie un email toutes les semaines pour me dire « Putain, votre produit, vraiment, on l'a implémenté en interne, c'est vraiment de la balle, on ne sait même pas comment on a fait sans vous, en fait, voilà, ce mec-là. » Trouvez ces personnes-là, sincèrement, et c'est votre client phare, en fait. À partir de ce profil de client-là, vous allez chercher c'est votre ADN client, en fait. Vous allez analyser en détail son écosystème, tout ce qu'il y a besoin de savoir sur ce client, vous devez le savoir. C'est-à-dire que bloquez-vous en fin de semaine un call totalement casual, tranquille avec lui, et vous allez demander, ah ouais, donc il y a combien d'employés déjà dans ta boîte et c'est quel software que vous avez implémenté là-dessus, et c'est quoi vos process d'achat sur les trucs, et vous faites combien de chiffres? Bref, tout ce qu'il y a à savoir sur l'entreprise, le département et le profil de la personne, il faut que vous le sachiez. Suite à ça, vous allez trouver les dénominateurs communs avec d'autres clients, avec d'autres prospects, qui auront soit des boîtes qui sont similaires parce qu'ils sont concurrents, soit des boîtes qui sont similaires mais ils ne sont pas concurrents parce qu'ils se différencient, mais toujours est-il que vous trouvez un maximum de dénominateurs communs avec cette boîte-là. En gros, pour ce positionnement B2B, quand vous avez déjà un client, vous n'avez pas besoin d'avoir des centaines de références foireuses ou médiocres en fait. Vous avez besoin d'avoir juste une poignée de très très bonnes références. C'est ça un peu la morale de cette technique-là. Et une fois que vous avez ça, en fait, vous itérez avec la même typologie de client.
S'il y en a un qui a payé et qui vous adore et qui vous ramène de l'argent, il n'y a pas de raison que les autres clients qui ont des profils similaires, vous ne puissiez pas faire la même chose avec eux. Voilà. Donc ça, c'est vraiment exclusivement, je disais, B2B. Voilà. Alors maintenant, on arrive à la qualification des leads. Alors là, je vais devoir vous expliquer ce que c'est que le funnel de vente, pour ceux qui n'ont jamais entendu le terme, parce que je pourrais pas, j'ai essayé de faire sans, mais en fait, ça, on y revient toujours. Funnel, c'est un terme anglais qui veut dire entonnoir. Alors, typiquement, c'est la représentation visuelle de toutes les étapes déterminantes dans la vente de votre produit. C'est savoir, en fait, à chaque instant, où est le prospect, et le faire descendre dans l'entonnoir pour qu'il puisse passer d'un prospect qui est froid, qui ne vous connaît pas, à un client qui est chaud, qui vous adore et qui vous recommandera. Il faut le faire descendre dans le funnel. Alors, un funnel, alors, chacun titre les phases de son funnel comme il veut, hein, selon son produit. Moi, en l'occurrence, dans la vente pure, alors les funnels de marketing sont un petit peu différents des funnels de vente. En vente, voilà un funnel classique. Typiquement, c'est celui que j'utilise. Voilà. Le mec qui commence, c'est un cold lead. Si vous avez envoyé une première campagne d'emailing, vous avez mesuré les taux d'ouverture, les taux de clics, vous avez mesuré les taux de réponse, vous avez analysé les feedbacks, vous voyez que le mec est potentiellement intéressé. Bim, on le transfère de cold lead à potential. Le mec, ça veut dire, il n'y a rien demandé encore, mais il a dit, effectivement, votre produit, votre service, ça peut être intéressant pour nous. Ensuite, vous reparlez avec ce mec-là, le but c'est d'obtenir un call avec lui, d'écouter ses besoins, d'analyser tout ce qu'il a à dire, et là, vous pouvez savoir à ce moment-là si c'est un good fit. Essayez de limiter la durée de vos calls. Parce qu'en fait, ça c'est super important. Dépensez pas trop d'énergie, de temps ou d'argent avant que votre prospect soit dans la catégorie good fit. Sinon, c'est du temps et de l'argent que vous dépenserez pour rien. Parce que ce que j'ai pas écrit dans le funnel et que j'aurais dû rajouter à droite de mon truc, il y a la partie bad fit aussi. Et sachez-le, sur des milliers de campagnes d'email que vous allez faire, sur des centaines de calls que vous allez faire et rencontrer des tonnes de gens, vous allez en classer la plupart dans bad fit. Les mecs ne seront pas en fait des clients pour vous. Je vais vous expliquer comment on arrive à analyser ça. Et enfin, en fait, quand le mec c'est un bad fit, c'est à ce moment-là qu'il va poser plein d'objections. Ouais, mais le pricing, ouais, mais le timing, c'est pas encore sûr pour nous. Pourtant, c'est vraiment intéressant. Ça se sent au bout d'un moment en fait si le mec est prêt à lâcher prise et prêt à venir et utiliser votre produit. Et donc forcément, quand il a payé, qu'il a acheté, que c'est acté, vous avez une promesse d'achat ou peu importe, le mec c'est hot directement et lui vous le gardez, vous le bichonnez, c'est votre client et maintenant vous devez vraiment faire du customer care avec lui. Alors les deux noms que vous voyez en bas de la slide, Close.io et Pipedrive, c'est les deux meilleurs CRM qui existent à l'heure actuelle dans le monde pour gérer ces funnels de vente. Je vous montrerai après à quoi ressemble si on a le temps, on n'aura pas le temps dans tous les cas, mais Close.io, cet après-midi je vous montrerai. J'ai une préférence pour Close.io parce que l'équipe, c'est une startup pour la petite histoire qui sont backés par le Y Combinator, dont le CEO est un pro de la vente et du suivi client. Ces emails de relance, ces emails d'onboarding, ces emails de démarche sont absolument incroyables. Et sachez-le, la méthode Lean Sales que j'ai expliquée en première partie de ce workshop, je la tire exclusivement d'un bouquin qu'il a écrit. Donc le CEO s'appelle Steli FT. Voilà, Steli, S-T-E-L-I, F-T, E-F-T-I et E-F-T-I. Et il a écrit The Ultimate Guide to Outbound Sales. C'est un PDF d'une cinquantaine, soixantaine de pages qui vous donne gratuitement, quand vous êtes client de chez Close.io, je l'ai lu, c'est une bible. C'est la bible du salesman, 2015, version startup. Il est très smart et son équipe est vraiment ouf et son CRM du coup est très bon. Pour moi, je le trouve meilleur que Pipedrive, mais après c'est juste, c'est mon avis perso. Essayez les deux et voyez un peu ce avec lequel vous réagissez mieux, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il doit y avoir dans un funnel de vente? C'est bien beau de déplacer ses prospects jusqu'à ce qu'ils deviennent des clients, mais il y a quatre choses qui doivent impérativement apparaître dans votre funnel. La première chose, c'est le nombre de deals. Voilà, c'est assez évident. Combien vous avez de deals qui sont en attente dans votre funnel de vente? Deuxième chose, là où vous devez garder un œil dessus, le montant moyen des deals. Extrêmement important pour faire un peu une estimation de vos besoins, de votre CA, etc. Troisième chose, c'est le ratio de closing. Alors le ratio de closing, ça c'est un truc, vous êtes tenté de tricher avec ça, il ne faut pas tricher. Moi-même, je suis le premier à tricher vraiment vénère. Ça veut dire que quand vous allez passer à côté d'un deal et que finalement le prospect s'avère être un bad fit et que vous êtes trop saoulé parce que vous avez passé du temps avec ce mec-là, vous avez tendance à l'enlever de votre CRM, à cliquer sur la croix et à supprimer votre CRM. En fait, il ne faut pas faire ça. En fait, il faut le garder et le qualifier en bad fit directement parce qu'à la fin, il y aura le ratio qui sera entre le ratio des deals gagnés et les deals perdus. Et ce ratio, vous devez le maximiser, faire en sorte que le numérateur soit le plus haut possible.
Et voilà, et tout le monde, mais ça c'est humain, vous allez voir, quand vous aurez un CRM, tout le monde est tenté de supprimer en disant ah de toute façon on s'en fout, ah là j'ai encore gagné un deal, hein. On clique sur gagner, on voit le CA qui fait grimper et ça nous booste l'ego. En fait non, on devrait tout le temps garder les prospects qu'on a perdus, ceux avec lesquels on a passé du temps, parce qu'on sait ce qu'on a fait de mal et on sait comment on peut améliorer. Et la dernière chose qu'il y a dans le funnel de vente, c'est la durée du cycle. Alors là je vais m'arrêter là-dessus parce que c'est super important. En fait, closez jamais à l'aveugle et étudiez cette donnée, cette métrique, de manière extrêmement poussée. Si vous avez un besoin en fonds de roulement, si vous devez survivre en fait dans votre startup en faisant des ventes, en faisant un certain seuil de vente tous les mois, tous les 2 mois, et si vous avez qualifié votre prospect tout en bas du funnel et que le mec en fait maintenant c'est un client qui est chaud et qui vous dit c'est super, on a trop hâte de travailler avec vous, ça va être génial d'implémenter votre solution. En l'occurrence, par contre, sachez-le, hein, chez nous, les cycles d'achat, pour que ça passe chez les achats, pour que ça passe chez la DRH, que ça remonte en interne, que ça soit validé par le CEO, etc. Chez nous, en moyenne, ça prend 6 mois. Mais si elle vous dit ça, franchement, comme c'est un gros client et que vous avez déjà bossé avec lui, enfin, vous avez fait des efforts de vente avec ce prospect-là, en fait, vous avez tenté de dire bah, c'est pas grave, franchement, c'est bon, on dit ok, je vais m'en sortir, je vais attendre qu'il paye au bout de 6 mois, plus les clients après. Non, en fait, franchement, juste nextez. Vous êtes une start-up, vous allez en théorie avoir d'autres clients. Si ça vous met dans le mal par rapport à votre besoin en fonds de roulement, à votre besoin en CA, si c'est trop long, si leurs process d'achat chez vos clients sont trop longs, vous nextez et vous dites que chez vous, c'est pas possible parce que vous avez une urgence dans la trésorerie, tout simplement. Et vous passez au client suivant. Il y a une limite, bien sûr, il y a un libre arbitre. Je veux dire, c'est pas s'il vous dit que ça prendra effectivement 2 mois et que c'est un peu tendu. Je veux dire, jugez par vous-même, utilisez le bon sens, mais si c'est vraiment trop long par rapport à ce que vous pouvez vous permettre, vous nextez, vous passez au client suivant, quoi, sérieusement. Donc la durée de cycle est une variable extrêmement importante à analyser. Ok, alors il y a un truc, c'est assez important, c'est don't be a crocodile salesman. La notion de crocodile salesman, elle vient de Mark Suster, qui est un très grand type de la Silicon Valley, qui a monté 2 boîtes, qui a revendu toutes les 2 pour des fortunes. La deuxième, il l'a revendue à Salesforce. Elle était tellement bien, il voulait tellement garder le lead sur la boîte qu'il est devenu VP, donc vice-président de Salesforce. Et depuis un bout de temps, il est passé de l'autre côté de la barrière. Il est chez les VC maintenant et il est general partner chez Upfront Ventures, un énorme fonds d'investissement aux États-Unis. Donc, et lui, en fait, il a mis cette notion de crocodile salesman. Alors, c'est très simple, hein, ça n'a rien de subtil. Crocodile salesman, ça veut dire grande gueule, petites oreilles, tout simplement. Et vous n'avez juste pas envie d'être ce type de vendeur. Vous savez, c'est ce genre de personne qui écoute rien ou qui se met des filtres, des barrières a priori, et que peu importe ce que son prospect va lui dire pendant un meeting, un call, un email, il va rien écouter parce qu'il va balancer son pitch. Ouais. Donc lui, il n'y a aucune notion de la valeur dégagée de son produit pour le client, aucune notion du bénéfice, il a juste la notion de feature. Et c'est pas suffisant en fait. Dire que ouais mais vous savez mon produit fait ça aussi. Non mais j'ai bien compris mais mon produit fait ça aussi. Non mais ce qui est génial avec mon produit c'est que non en fait vous n'avez pas envie d'être ce genre de dinosaure dans la vente. Il faut écouter bien plus que vous ne parliez. Parce que si votre produit, encore une fois, hein, je l'ai dit tout à l'heure, mais si votre produit ne répond pas à 100% aux attentes de vos clients, c'est mort. Et donc justement ça m'amène à cette phrase. Ma leçon par rapport à ça, c'est ne closer jamais à l'aveugle. Parce que bien sûr vous allez tomber sur des gens faibles. Bien sûr, il y a des gens qui vont être confus au bout d'un moment, au bout du fil ou par un email ou en réalité. Et vous allez pouvoir vendre votre solution à ces gens-là. Ça va arriver. C'est extrêmement grave en fait. Vendre un produit qui n'est pas à 100% en adéquation avec les valeurs, avec la philosophie de la boîte à laquelle vous l'avez vendu, c'est extrêmement préjudiciable pour le reste de votre business. Ça va en fait dévaloriser l'image de votre startup. Quand le prospect, le client maintenant, se rendra compte qu'en fait, il n'arrive à rien avec votre solution, qu'il n'aurait jamais dû signer. Et alors, si vous êtes un vrai crocodile et qu'en plus vous ne faites pas le satisfait ou remboursé, c'est catastrophique. Ça nuira à votre image dans tous les cas. Donc ne closez jamais à l'aveugle dans le sens où ne forcez jamais une vente sur une personne parce que ça avait l'air d'être faible et ça avait l'air d'être facile. S'il n'est pas satisfait à 100%, vous le remboursez, vous passez à autre chose et reproduisez plus la même erreur en fait. Extrêmement important. Donc, écoutez et analysez plus que vous ne parlez et vous ne pitchez. Ça, c'est une des leçons de ce truc-là. Alors maintenant, comment on fait pour qualifier du lead? Parce que c'est bien beau, je vous ai dit qu'on fallait descendre le prospect dans le funnel, mais il y a une méthode pour qualifier le lead. Alors, la méthode, c'est 4 choses. Premièrement, c'est maîtriser le profil client. Donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Connaître son écosystème, son environnement, dans les moindres détails. Le gars, limite, vous savez
à quelle heure il prend son café le matin, vous savez quand est-ce qu'il envoie ses emails. Vous connaissez tout sur la vie de votre prospect. C'est la première étape. C'est en amont, c'est une étape de recherche. Et voilà, extrêmement importante à maîtriser. La deuxième étape, c'est d'écouter et d'analyser les besoins. Ce que je disais tout à l'heure, en fait, ne forcez pas une vente. Si ça ne fit pas exactement à ce que vous faites, passez au suivant. La troisième étape, c'est, alors celle-là est extrêmement importante, c'est ce que je disais tout à l'heure, comprendre le process de décision. Je veux dire, il faut que vous sachiez, en fait, qui donne l'ordre d'achat, qui est le décisionnaire final, qui est le bénéficiaire de la solution, quel est le timing de vente, les méthodes de paiement, par quoi ils ont l'habitude de payer, est-ce qu'ils vous règlent en virement, est-ce qu'ils vous le d'une autre manière, comment ils ont l'habitude de fonctionner en fait pour l'acte d'achat, ça vous devez le connaître. Ça vous permettra d'éviter les grosses déconvenues si jamais ils prennent trop de temps pour acheter et que vous avez besoin de cash beaucoup plus rapidement. Et en dernier, ça c'est assez important aussi, se renseigner sur les alternatives existantes. Est-ce que votre client a déjà un produit ou un service qui est similaire au vôtre, de quelque manière que ça soit, en interne? Mais n'occultez jamais ça en fait. C'est pas une raison pour dire bah, mon produit il est meilleur. Non mais de toute façon, non mais je sais, non mais on s'en fout de Pipedriver. En fait, Close.io c'est meilleur. Ils fonctionnent pas comme ça les mecs chez Close.io quand ils veulent faire de la prédominance avec leur solution. Ils doivent se différencier et ils se différencient parce qu'ils apportent plus de valeur aux clients. Donc creusez à ce moment-là s'ils ont des solutions existantes, parce que ce qui va se produire, c'est que peut-être votre client va dire en fait j'utilise déjà ça et ça fonctionne bien quoi. Il y a aucun je vois pas pourquoi je switcherais de la solution existante pour passer sur la tienne. T'es sympa, hein, je t'aime bien, tu m'as bien parlé et tout, t'es cool, mais il n'y a pas de raison, quoi. Moi je suis bien avec la solution. Là, en fait, s'il a vraiment pas de raison, vous êtes dans la merde, ça veut dire que votre produit n'est pas assez différencié, mais en général, il y a des vraies raisons, et il faut creuser, et il faut trouver votre terrain de différenciation. Si c'est 10 fois plus facile à implémenter, si ça leur fait gagner 2 fois plus de temps, si c'est juste plus user-friendly, s'il y a un meilleur UI, un meilleur UX, bref, il y a une tonne de différenciation possible, il faut la trouver, et il faut la mettre en avant quand vous parlez à ce prospect. Voilà. Merci à tous de m'avoir écouté.